C'est en pleine nuit sur le front occidental en 1916. Vous êtes un soldat allié et ce soir, vous faites partie d'un petit groupe choisi pour accomplir une mission dangereuse. La réussite signifie neutraliser les défenses ennemies, obtenir des renseignements cruciaux et peut-être capturer des prisonniers. L'échec signifie une mort certaine. Parce que tu as le malheur d'occuper l'un des pires rôles de la Première Guerre mondiale. Tu es un soldat de coups de main. Ta mission exige de traverser les lignes ennemies et ne peut être accomplie qu'à la faveur de l'obscurité. Le jour, les sentinelles allemandes peuvent te repérer de loin. Tes armes à feu seront inutiles ici car la discrétion et la proximité sont essentielles. À la place, tu portes des armes de mêlée, un couteau de tranchée, une paire de poings américains et une pelle dont l'extrémité a été aiguisée en une pointe mortelle. Tu restes dans l'ombre, cherchant vite un abri. L'artillerie lourde et les armes chimiques ont déjà détruit la plupart de la végétation et laissé cette partie de la campagne française stérile, transformée en un désert boueux. Elle ne s'en remettra pas avant un siècle. Malgré la nécessité d'être prudent, le temps est également un facteur crucial. La plupart des raids de tranchées réussis se déroulent en quelques minutes seulement. Votre objectif est d'entrer, de saisir tout ce qui semble important, d'éliminer toute personne qui se met en travers de votre chemin, puis de ressortir. Votre équipe atteint le parapet. Un sentinelle allemand parvient à tirer un seul coup de pistolet dans votre direction, mais vous avez l'effet de surprise de votre côté. Tandis que vous occupez la sentinelle, un camarade la surprend par derrière et l'égorge avant qu'elle n'alerte le reste de son escadron. Il s'effondre, saignant et haletant dans la boue humide. Sans personne pour donner l'alerte, vous pouvez explorer le reste de la tranchée. Aussi silencieusement que possible, vous fouillez l'abri humide et glacé, vos yeux s'habituant à peine à l'obscurité. Vous cherchez une carte, un plan de bataille ou un télégramme du commandement pour perturber l'approvisionnement, tout ce qui donnerait un avantage à votre pays contre les Allemands. Vous baissez les yeux vers le sentinelle allemand qui saigne dans la boue à vos pieds. Les affiches à Londres promettaient une guerre propre et civilisée. Rien de tout cela n'est civilisé. Avant, vos soucis majeurs étaient les corvées, battre votre frère au cricket ou savoir si votre béguin partageait vos sentiments. Maintenant, vous êtes un tueur de sang-froid et chaque jour, vous devez vous battre bec et ongles pour survivre. Ce n'est pas ce qu'on vous avait promis à l'engagement. Les histoires que vous racontait votre grand-père décrivaient la guerre comme une quête noble. Avec le nouveau siècle, d'immenses progrès technologiques et sociaux avaient vu le jour. Des progrès qui, lorsque la guerre a éclaté en 1914, promettaient une forme de guerre nouvelle, plus propre, plus civilisée. Les journaux des deux camps affirmaient avec audace que le conflit serait terminé avant Noël. Même si cela fait maintenant 2 ans, les gens continuent de croire à ce mensonge, cela prendra fin d'un jour à l'autre. Et toi, jeune homme de 19 ans aux yeux brillants, tu y crois aussi ? Plus d'1 million de Britanniques secousses se sont engagés dans les forces armées rien que pendant la première année. Tu n'étais pas parmi eux uniquement parce que tu étais trop jeune à l'époque. 1916 fut la première année où le gouvernement britannique introduisit la conscription en raison de la baisse du nombre d'engagements, mais tu faisais partie des rares à t'être engagé. Tu es un bon patriote et voulais faire ta part pour empêcher les Allemands d'avancer vers l'ouest. Dès que tu as eu l'âge requis, tu t'es engagé avec beaucoup de tes camarades d'école. Une fois que tu as passé la visite médicale de l'armée, tu as prêté serment devant les officiers de recrutement, on t'a remis ton pactage de base et tout d'un coup, tu étais un soldat britannique à part entière. Pendant l'entraînement de base, l'ambiance était joyeuse et excitée. Parfois, on se croyait plus en excursion que dans une situation de vie ou de mort. 6 mois passés avec ton groupe sur une base militaire, à vous préparer à voyager ensemble et à explorer une région inconnue pour la plupart d'entre vous. Certains garçons étaient plus effrayés que d'autres. Ils avaient entendu des histoires sur la fièvre des tranchées et les gaz toxiques. Certains d'entre eux avaient des frères ou des amis qui s'étaient engagés en 1914 et qui n'étaient jamais rentrés chez eux. Malgré tout, vous faisiez de votre mieux pour garder le moral malgré l'entraînement intense. Vous vous réveilliez à 5h30, preniez le petit déjeuner, puis faisiez des exercices jusqu'à midi. Tir de précision, gymnastique, exercices de combat, exercices de tranchée, combat à la baïonnette et marche. Voici tout ce que vous deviez savoir. Vous plaisantiez avec vos camarades et chantiez de vieilles chansons comme « It's a long way to Tipperary » en marchant. Vous vous faisiez vite des amis parmi des garçons venus de tout le Royaume-Uni, Yorkshire, Lancashire, Cheshire, Norfolk, des Gallois et même d'Écosse.
Après 6 mois, vous avez reçu un chaleureux adieu et 2 jours de ration pour le voyage. D'abord par la mer, puis en France, un long trajet en wagon à bestiaux menait au front occidental. L'enthousiasme ne disparaissait pas immédiatement lorsque vous arriviez au front. Au début, les éclairs lumineux et le grondement des tirs d'artillerie et de mitrailleuses ressemblaient à un feu d'artifice. Des fusées éclairantes éclataient tout le long de la ligne de front, illuminant le ciel à des kilomètres à la ronde. Dans vos nouvelles positions, vous et vos camarades avez adopté une routine dans la tranchée. Certains endroits étaient pires dans cette guerre, mais les tranchées du front occidental restaient des lieux misérables. Chaque tranchée est unique car elle doit être construite rapidement avec les moyens disponibles. Certaines sont de simples fossés renforcés de grillages à poules et de planches, d'autres sont revêtues de béton. Certaines ont des fonctions spécifiques, comme les tranchées de communication, les lignes de ravitaillement et des tranchées destinées à faciliter le transport des blessés et des mourants. Mais toutes forment un labyrinthe lugubre de fossés reliés qui couvrent le territoire allié. Chaque tranchée mesurait environ 1,83 mètres de profondeur sur 1 mètre de large. Les tranchées de première ligne, proches du champ de bataille, comportaient une banquette de tir permettant aux soldats de viser leurs fusils vers le No Man's Land. Les tranchées du front occidental totalisent plus de 25 000 miles, soit 40 233 km s'étendant de la mer du Nord jusqu'à la Suisse. Et c'est vous et vos camarades soldats qui deviez creuser tout cela centimètre par centimètre pendant des jours, des semaines et des mois. Au début de l'année, la vie dans les tranchées était supportable, une cantine, du tabac et de la nourriture, même si vos options étaient limitées. Les aliments frais ne pouvaient évidemment pas survivre au transport, mais vous aviez accès à des conserves et du lard. Il n'était pas toujours nécessaire de rester dans la tranchée. L'armée britannique reconnaissait l'importance de minimiser l'épuisement, alors les soldats pouvaient faire des excursions dans des cafés agréés appelés estaminets. On pouvait aussi espérer une BA, l'occasion de passer quelques jours à la surface chez une famille civile locale. La guerre avait déjà emporté beaucoup de leurs fils et maris, alors ils étaient ravis d'avoir de la compagnie, même si la présence d'un soldat dans la maison leur rappelait douloureusement le prix de cette guerre qui semblait sans fin. Chaque matin, tu te lèves avant l'aube au cas où un raid allemand surviendrait. Tu dois manger, te laver, nettoyer et réparer ton équipement sous la menace constante des bombardements. Dans les tranchées, ça ne ressemble plus du tout à un feu d'artifice. Durant ta première semaine au front, tu vois un obus allemand détruire une section de tranchée. 2 hommes ont été tués et un 3e a été blessé si gravement qu'il a dû être emmené à un hôpital de campagne. Ce sont des garçons que tu avais appris à connaître pendant l'entraînement de base. Ce matin-là encore, vous rigoliez tous ensemble, vous aviez passé tellement de temps à parler de vos espoirs et de vos rêves, de ce que vous comptiez faire une fois que tout serait terminé et que vous pourriez rentrer en Angleterre. Maintenant, ils ont quitté ta vie pour toujours. Leur famille ne découvrirait leur sort que par une lettre standardisée, impersonnelle, envoyée par le bureau des archives, avec juste quelques champs pour les données personnelles. Monsieur ou madame, j'ai le douloureux devoir de vous informer qu'un rapport a été reçu du bureau de la guerre annonçant le décès du numéro, grade, nom, régiment survenu le date à l'endroit indiqué. Ce rapport indique que la cause du décès est la suivante. Dès qu'il pleut, tous les petits réconforts dans la tranchée disparaissent. L'hiver de 1916 est le plus rude que la France ait connu depuis 36 ans avec des températures proches de 0 et une pluie incessante. Les toits au-dessus des tranchées sont rares et avec toute la terre retournée par les bombardements et le creusement des tranchées, le champ de bataille se transforme rapidement en un bourbier infranchissable. Les chaînes d'approvisionnement sont perturbées par le terrain difficile, si bien qu'après les haricots en conserve, il ne reste souvent que les biscuits secs pour se nourrir. Les parois des tranchées s'érodent et se remplissent de boue, parfois jusqu'aux genoux. Avec un peu de chance, la boue sera liquide. Même s'il fait très froid et que c'est sale, vous pouvez quand même y patauger. À d'autres endroits, la boue est si épaisse que vous vous enfoncez dedans comme dans des sables mouvants, incapables de bouger d'un pouce. Vous installez des caillebotis, des planches en bois pour marcher sur la boue, mais c'est temporaire. Ces conditions froides et humides apportent aussi de nouveaux dangers. La nourriture et les articles de toilette risquent d'être contaminés et les tranchées sont envahies de rats et d'insectes cherchant nourriture, chaleur et abri contre la pluie. Les tranchées risquent d'être inondées, ce qui fait que les flaques d'eau boueuses stagnantes se retrouvent vite infestées de bactéries. La fièvre infectieuse se répand rapidement dans la tranchée, transmise par les poux de corps.
La fièvre des tranchées provoque maux de tête, douleurs oculaires, courbatures et perte d'appétit. La phase la plus grave dure 5 jours, mais les personnes restent contagieuses 2 semaines. À la fin de la Grande Guerre, de 20 à 33% des soldats britanniques ayant déclaré une maladie étaient atteints de la fièvre des tranchées. Rester trop longtemps debout dans l'eau présente un risque. Si vous ne séchez ni ne réchauffez vos pieds, vous risquez le redoutable pied des tranchées. C'est une affection aussi répugnante qu'incapacitante. D'abord, vos pieds commencent à démanger, puis la peau devient bleue. Puis, en se refroidissant et se gorgeant d'eau, ils gonflent douloureusement dans vos bottes jusqu'à fissurer la peau. L'apparition peut survenir en seulement 10 heures. Mais peut-être que la condition la plus brutale que vous ayez vue chez vos compagnons d'armes n'est pas une maladie du corps, mais une maladie de l'esprit. Certains présentent une forme légère avec acouphènes persistants, maux de tête, tremblements et troubles du sommeil. D'autres semblent presque catatoniques, soudainement incapables de parler. Lors d'un bombardement ennemi, lorsqu'un obus a soufflé le toit au-dessus de vous, vous avez vu l'un des autres soldats s'effondrer au sol, hurlant et essayant de creuser dans la terre sous lui. Il a continué ainsi un moment, puis est devenu totalement inerte. Ses yeux ouverts, il ne réagissait plus et a été évacué sur une civière. Des comportements erratiques comme celui-ci sont discrètement mentionnés par collègues et supérieurs. Certains affirment que cette folie, nommée choc des obus, résulte de lésions cérébrales dues à des forces percussives répétées. Certains évoquent une faiblesse de caractère et estiment que les hommes réagissant de façon irrationnelle au combat devraient être jugés et exécutés pour lâcheté. Dans tous les cas, les hommes souffrant du choc des obus sont envoyés dans un hôpital au pays où ils seront soumis à des séances d'électrochocs. Ceux qui ont perdu la parole à cause de leur traumatisme peuvent également être traités en recevant des chocs électriques sur les muscles de leur gorge et en éteignant des bouts de cigarettes allumés sur leur langue. Chaque jour, il y a une nouvelle section de tranchées à étendre et à réparer avec tout ce qu'on a sous la main. Planches de bois, sacs de sable, plaques de métal. Chaque semaine, d'autres garçons avec qui tu es arrivé, d'autres de tes amis, sont envoyés à l'assaut pour essayer de gagner du terrain. Tu n'as pas à attaquer chaque jour. Pendant la Grande Guerre, on estime que des soldats comme toi ont plus joué au football qu'attaqué. La vie d'un soldat dans les tranchées consiste surtout en de longues périodes d'inactivité, entrecoupées de moments de carnage et de violence extrême. Même si toi et tes camarades jouez à des jeux, faites des excursions en ville et écrivez des lettres au pays pour vous distraire, il y a toujours cette angoisse qui plane dans un coin de ton esprit. Aujourd'hui pourrait être calme, mais si demain ne l'est pas, cette angoisse empire à mesure que le temps passe sans être bombardé par des obus allemands. Sortir de la tranchée, c'est quitter la tranchée et se précipiter dans le no man's land. Ton objectif est simplement d'abattre autant de combattants ennemis que possible, tout en évitant d'être déchiqueté par les tirs d'artillerie ou de rester coincé dans les barbelés. C'est de loin la pire partie de la bataille, celle où tu as le plus de chances de mourir. Certains reviennent indemnes, d'autres avec des prisonniers. D'autres reviennent grièvement blessés par les balles ennemies et les barbelés. Certains ne reviennent jamais du tout. Les hommes dont les corps sont suffisamment intacts pour être identifiés et qu'il est possible de déplacer en toute sécurité sont enterrés près du champ de bataille. Les corps qu'il est trop dangereux de déplacer restent souvent exposés jusqu'à devenir méconnaissables. L'enterrement n'a lieu que quand le corps peut être déplacé sans danger. D'autres n'ont pas cette chance. Ceux frappés directement par les obus sont souvent pulvérisés instantanément, ne laissant qu'une brume rose nauséabonde dans l'air. Les parties de corps désincarnés que leurs camarades peuvent récupérer sont fouillées à la recherche du moindre indice permettant de les identifier. Plaques, écussons, effets personnels, tout est recherché avant l'enterrement, si tant est qu'il soit possible de les enterrer. Dans la bataille que vous livrez, la bataille de la Somme, l'armée britannique a subi plus de 57 000 pertes rien que le premier jour. Près de 20 000 de ces pertes étaient des morts. Sortir des tranchées se fait tôt le matin vers 7h30 dans la plupart des cas. Vous êtes déjà sorti des tranchées auparavant. Votre survie miraculeuse explique sans doute pourquoi vos supérieurs vous ont choisi pour ce raid. Vous recevez les ordres la veille pour être prêt à sortir à 7h30 le lendemain. Vous vous réveillez à l'aube après une nuit agitée dans votre couchette froide et humide. Un épais brouillard se lève vers 6h du matin.
Pendant un moment, vous et vos camarades osez espérer que le brouillard réduira suffisamment la visibilité pour que les Allemands ne puissent pas vous viser aussi précisément. Mais c'est une nouvelle ère de la guerre où la précision n'est plus une priorité absolue. Le bombardement d'artillerie dure depuis des jours, votre cœur tremble à chaque explosion, sifflement et grondement qui fait vibrer la terre. Des avions tournent au-dessus, pilotés par des observateurs prêts à transmettre votre position aux sentinelles ennemies. À travers le vacarme qui résonne dans vos oreilles, vous entendez l'ordre « 21 minutes avant le départ, les gars ». Vous observez les hommes autour de vous et vous vous préparez. Quelqu'un entonne « C'est un long chemin jusqu'à Tipperary », comme lors des exercices de marche. Une centaine de voix s'unissent et en chantant ensemble, vous retrouvez peu à peu votre courage. 20 minutes passent. C'est l'heure. Tu sors précipitamment de la tranchée dans l'air froid du matin brandissant ton couteau-baïonnette. Une brume plane sur le No Man's Land. Ton cœur s'emballe tandis que tu pousses un cri de guerre. Les tireurs d'élite de garde et les artilleurs de ton propre camp t'offrent une certaine couverture, éliminant les tireurs allemands et ouvrant des brèches dans les lignes défensives ennemies. Mais malgré tout, tu dois esquiver les barbelés, les cratères et les corps de tes camarades tombés au combat. Les corbeaux ont picoré certains d'entre eux, mais le bruit de l'artillerie les a depuis longtemps fait fuir. Tu charges vers la tranchée allemande qui, à 55 mètres ou 180 pieds de distance, ressemble à une vague noire, seulement parfois interrompue par l'éclair d'une détonation de fusil. Tu trébuches sur un corps calciné, tentant de rester debout. Un obus d'artillerie allemand siffle au-dessus de ta tête. Puis ton monde devient noir. Tu te réveilles avec un sifflement perçant dans les oreilles et une forte douleur à la tête. La boue colle à ton visage, l'odeur âcre de terre et de chair envahit tes sens. En regardant le champ de bataille, tu vois tes amis se faire abattre par les mitrailleuses allemandes ou réduits en brume rose par les obus. Quelqu'un de ta formation de base s'écroule devant toi, ses yeux vides, te fixant. Tu as le choix. Continuer la charge ou attendre et espérer. Ton souffle flotte dans l'air alors que tu saisis un fusil abandonné, puis tu te relèves en titubant. La journée se termine avec plus d'hommes morts et aucun gain territorial significatif de part et d'autre. C'est comme ça depuis un moment. Malgré le nombre impressionnant de pertes, le rythme de cette bataille, comme de nombreuses autres sur le front occidental, a été terriblement lent. Les territoires sont souvent gagnés puis immédiatement perdus, des forts sont capturés puis rendus à nouveau en quelques jours. Plusieurs semaines peuvent passer sans nouveau succès. Votre seul véritable répit vient la nuit, lorsque le barrage cesse enfin. Même si l'atmosphère paraît plus calme, vous n'êtes pas en sécurité. Les Britanniques et les Allemands mènent des raids de tranchées, mais ce sont les Allemands qui lancent les premiers du gaz toxique. Vous avez de la chance, car à votre engagement, les Britanniques avaient déjà des contre-mesures efficaces contre les bombardements au gaz. En 1915, lorsque le gaz au chlore a été utilisé pour la première fois au combat, la seule façon de s'en protéger était de tenir un chiffon humide sur son nez et sa bouche pour profiter de la solubilité du gaz dans l'eau et l'empêcher de pénétrer dans les poumons. Aujourd'hui, l'ennemi privilégie le phogène, difficile à détecter et plusieurs fois plus mortel, avec des symptômes pouvant mettre des jours à apparaître. Après qu'un obus à croix verte ait frappé votre tranchée, des hommes apparemment indemnes se sont effondrés le lendemain à cause des effets retardés d'une exposition au phogène. Vous disposez désormais de masques en tissu adaptés et de lunettes de protection qui bloquent les effets toxiques majeurs du produit chimique. Vous transportez les deux dans votre équipement en permanence. La Grande-Bretagne emploie également le phogène, bien que son usage soit controversé. Le lieutenant-général Sir Charles Ferguson l'appelle, je cite, « une forme de guerre lâche qui n'a l'approbation ni de moi ni d'autres soldats anglais. Peu importe comment la mission est accomplie tant que ça marche, en guerre, seul compte de tuer plus d'ennemis qu'il ne tue des vôtres. » Et jusqu'à présent, la Grande-Bretagne s'en sort étonnamment bien en ce qui concerne les gaz. Les obus à gaz britanniques y sont remplis d'un composé appelé White Star, qui est un mélange à parts égales de chlore et de phogène, donnant à leurs attaques au gaz les propriétés les plus mortelles des deux. Ceci est bien plus efficace que le composé croisé allemand qui utilise le diphogène, moins soluble et moins toxique, comme base. Cependant, au bout du compte, ce sont la soif de sang et la fureur des hommes, ainsi que leurs armes lors des combats directs qui feront pencher la balance de cette guerre d'un côté ou de l'autre.
Ce qui nous ramène à ce soir où vous avez été choisi pour mener un autre raid clandestin dans les tranchées. On ne rejoint pas volontairement le groupe de raid, mission très risquée pour peu de récompenses. Vous et vos camarades de raid êtes sélectionnés puis soumis à un entraînement spécial pour vous assurer que vous pouvez traverser le No Man's Land, pénétrer dans la tranchée ennemie et en ressortir en un minimum de temps. Vous vous entraînez dans une zone où les tranchées sont cartographiées, facilitant la planification de vos déplacements. Les ordres proviennent toujours d'un général inconnu situé à 48 km derrière les lignes. Plusieurs raisons expliquent les raids auxquels vous avez participé. Certains servent seulement à mieux connaître le terrain pour les opérations de jour. On vous ordonne de passer de l'autre côté et, si les Allemands arrivent, de vous replier aussitôt. Cela vous a toujours semblé être un exercice futile et stupide, une perte de temps totale qui met tant de vies en danger pour des informations relativement banales. Contrairement aux raids de tranchées, vous préférez sortir à découvert le jour, vous avez au moins une chance raisonnable, alors que le raid vous met directement en territoire ennemi. Vous demandez plusieurs fois à l'officier « Mon capitaine, doit-on sortir ?» Vous n'avez jamais reçu de réponse claire, la seule réponse approchante vient de votre officier, affirmant qu'ils sont nécessaires pour connaître les troupes en face de votre ligne. Un soldat doit s'habituer à sortir dans le No Man's Land, dit-il, et ne pas penser qu'il doit forcément être en sécurité dans une tranchée. D'autres raisons de faire des raids dans les tranchées étaient de neutraliser l'équipement ennemi et de saisir des documents importants. Parfois, c'est juste pour que les ennemis aient trop peur de dormir. Mais cette fois, il dit que les hauts gradés veulent de bons renseignements. Ce soir, ton équipe doit faire des prisonniers pour les interroger. Tu te dis que si ces infos sont si précieuses pour le général, il devrait peut-être descendre lui-même dans la tranchée. Tu sais que dire ça te vaudra la cour martiale. Les jours avant le raid, d'autres soldats vont dans le No Man's Land pour couper un maximum de barbelés discrètement. Ils installent des lignes téléphoniques pour que tu puisses maintenir la communication avec les hommes restés à la base. Il y a aussi des postes d'écoute à environ 18 mètres, soit à 60 pieds de la ligne de front, où un autre soldat sera à l'écoute au cas où quelque chose tournerait mal. Même ces préparatifs peuvent être mortels. 4 hommes doivent couper les barbelés et installer le poste d'écoute pour le raid. Prévu de revenir avant l'aube, ils sont retardés car le fil de fer est difficile à couper. Au lever du soleil, leurs silhouettes deviennent visibles depuis la tranchée allemande. Les 4 hommes courent pour revenir, esquivant les tirs ennemis. Personne ne meurt, mais certains sont plus chanceux. Un officier reçoit une balle au pied en courant. Avant le raid, on vous retire la plupart de votre équipement pour vous garder léger et mobile. Bien que cette guerre soit plus mécanisée et moderne que les précédentes, les raids dans les tranchées restent aussi barbares que la guerre médiévale. Votre groupe est petit, moins de 10 hommes. Les fusiliers de votre groupe n'ont que 50 cartouches chacun. 2 d'entre vous portent un sac à dos de grenades Mills, 2 au cas où le premier lanceur manquerait. Mais vous et nombre de vos camarades n'êtes armés que de couteaux et d'armes contondantes. Et on attendra que vous combattiez l'ennemi au corps à corps dans la tranchée allemande. La nuit du raid, vous prenez tous du rhum pour vous donner du courage. Vous et votre cohorte rampez sur le ventre à travers le No Man's Land. C'est étrangement silencieux comparé au vacarme constant de la bataille le jour. Malgré la boue et la puanteur de la mort qui vous entoure, vous devez rester au ras du sol. Les sentinelles allemandes surveillent le champ de bataille comme des faucons guettant tout mouvement dans l'obscurité. Vous ne devez pas seulement vous méfier des Allemands, les raids de tranchées comportent un risque accru de tirs amis. Les sentinelles alliées demeurent vigilantes face aux assaillants allemands, rendant difficile de distinguer amis et ennemis dans l'obscurité. Vous et votre équipe rampez vers la tranchée ennemie lorsqu'une petite lueur orange perce l'obscurité. Puis vous le voyez, une sentinelle fixant le No Man's Land, regardant droit dans votre direction, vous arrêtez de respirer. Un faux mouvement et tout le monde meurt. Lentement, vous avancez centimètre par centimètre dans la boue. Vous observez l'un de vos hommes glisser silencieusement dans la tranchée, atterrissant juste derrière la sentinelle. Le temps semble se traîner, tous les muscles de votre corps se contractent, alors qu'il avance furtivement dans l'obscurité. La sentinelle n'a toujours rien remarqué, le couteau s'enfonce dans sa gorge, un craquement humide, du sang éclabousse le mur de la tranchée. La sentinelle s'étouffe violemment, agrippant la lame tandis que d'horribles gargouillis s'échappent de sa bouche.
Pendant une seconde terrifiante, tu crois qu'il va crier, ses jambes fléchissent, son corps tressaille, puis il reste totalement immobile. Une fois la sentinelle neutralisée, tu es libre de descendre dans la tranchée. Tu avances aussi silencieusement que possible, tes pas étouffés par l'environnement humide et boueux. À part l'armée que tu sers, il n'y a probablement pas beaucoup de différence entre le soldat allemand moyen et toi. Vous êtes tous les deux venus ici par devoir patriotique, pour finalement vous retrouver piégés dans la boue humide et glaciale, à attendre que l'ennemi bouge le premier, entouré de morts de tous côtés. Mais tu ne peux pas y penser, tu as du travail. Tu avances dans tout le labyrinthe section par section, avec le fusilier qui ouvre la marche, baïonnette fixée alors qu'il tourne à chaque coin. Le lanceur de bombes serre ses grenades, prêt à déchaîner le carnage. Tu te précipites à travers les tranchées, les murs te serrent de chaque côté. Chaque tournant se ressemble, les passages étroits donnent l'impression que tu t'enfonces davantage en territoire allemand. C'est un virage à l'aveugle après l'autre. Tu ignores ce qui t'attend au prochain tournant. À gauche, à droite, une autre intersection. La tranchée tourne sans fin, l'air pue le sang, la terre mouillée et la poudre brûlée. Tout près, des bottes éclaboussent une boue invisible pour toi. Puis vient le cri, des voix allemandes résonnent dans le labyrinthe. Ils ont trouvé le sentinelle et savent que tu es là. La tranchée s'anime autour de toi, des bottes martèlent les passerelles en bois et des officiers aboient des ordres. On dirait que l'armée allemande déferle de toutes parts. Pendant une seconde désespérée, tu penses à t'enfuir, mais il n'y a nulle part où aller. S'ils t'encerclent ici, c'est fini. Les Allemands feront de la tranchée une tombe. Ton entraînement reprend le dessus, pas besoin de tous les tuer, il suffit de survivre assez longtemps pour t'échapper. Un seul problème, tu ne peux pas partir maintenant. Pas sans un prisonnier, une silhouette surgit soudain de l'obscurité devant toi. Un soldat allemand fonce droit sur toi, baïonnette levée. L'acier s'entrechoque contre l'acier. Tu dévies de justesse la première attaque, vos fusils s'entrechoquent dans la tranchée étroite, il frappe à nouveau et la lame t'entaille le bras droit, la douleur explose en toi. Tu chancelles contre la paroi de la tranchée, le sang coule sur ta manche, l'Allemand fonce à nouveau sur toi, les dents serrées, tu sors ton gourdin de tranchée. Hélène est faite pour ce genre de situation, tu frappes de toutes tes forces, la matraque s'écrase à l'arrière de sa nuque dans un craquement écœurant. Il s'effondre instantanément dans la boue à tes pieds. C'est grisant d'obtenir même une petite victoire pour toi et ton équipe. Mais c'est trop peu, trop tard, car d'autres Allemands se précipitent dans la tranchée armés de pistolets, tirant sur toi. Le lanceur de grenades te hurle de te baisser et jette une grenade dans la mêlée, tuant quelques hommes et blessant de nombreux autres. Ce vacarme attire encore plus d'attention. Tes camarades t'appellent à sortir de la tranchée. Tu jettes un regard au soldat allemand assommé et choisis de le laisser. Quoi qu'il puisse te dire, ça n'en vaudrait pas la peine. Peut-être que c'est l'âge de penser ça, mais sur le moment, cette fois, tu choisis de survivre. Tu te hisses hors de la tranchée sans rien gagner. L'un de tes camarades, le premier lanceur de grenades, est blessé dans le dos par un pistolet Luger allemand et retombe dans la boue en criant de douleur. Deux autres hommes risquent leur propre vie et le soulèvent par les bras. Il parvient à passer de justesse, mais il est gravement blessé et il se peut qu'il n'arrive pas à revenir jusqu'à la tranchée. Tu te demandes si le soldat que tu as essayé d'enlever sans succès est lui aussi soutenu par ses camarades en ce moment. Les coups de feu derrière toi, alors que tu rampes dans la boue, chassent cette pensée. Peu importe ce que tu as en commun avec les soldats allemands, c'est la guerre. Leur but est de te tuer, tout comme ton but est de les tuer. Tu traverses le No Man's Land, la boue et les cadavres. Arrivé chez les Alliés, tu cries pour éviter qu'ils te tirent dessus. Les officiers sont déçus que tu n'aies pas capturé le prisonnier et désormais les Allemands seront en alerte maximale. Aucun autre raid ne sera possible avant plusieurs jours. Tu t'effondres dans la tranchée alliée, encore couvert de sang ennemi, sans avoir rien gagné du tout. Les Allemands riposteront sans doute au matin. Et puis, dans quelques jours, ton officier commandant te remettra ta pelle aiguisée et te forcera à tout recommencer. Ici, c'est la seule chose dont tu peux être sûr.